Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle rubrique dédiée à l'entrepreneuriat, une rubrique où nous partageons avec vous des conseils concrets et des expériences réelles des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de recevoir sur notre plateau un jeune engagé, déterminé et surtout très courageux que nous aurons le plaisir de découvrir tout à l'heure. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour Priscille, Ça va? je vais très bien. Et Je toi, suis, j'espère. je suis en parfait état Ok. et je suis également très contente de te compter parmi nous. Partagez. Je suis très content. J'ai vu l'équipe. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Déjà qu'on prépare l'interview depuis longtemps. Ça me fait plaisir qu'on a pu concrétiser ce projet. On peut dire enfin et gloire à Dieu, Gloire à Dieu, bien évidemment. gloire à Merci. Dieu. Donc, on peut savoir qui est monsieur l'invité qui est devant moi, habillé D'accord. en rose. Bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais. J'espère que la tenue me va bien. Très bien. Ok, merci, merci. C'est un plaisir. Donc, déjà, mon vrai nom, c'est Norman Junda Fouedjo. Je suis de nationalité camerounaise. Ok. Mais on m'appelle, mon nom de star, bien évidemment, c'est Norman l'Ambitieux. Je suis Ok. plus connu sur ce nom, Norman l'Ambitieux. Je suis auteur, entrepreneur, conférencier. Je suis un jeune engagé pour la lutte contre les fléaux qui minent la jeunesse africaine, plus précisément celle qui est dans la diaspora. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne dit pas forcément à nos parents lorsque nous sommes dans la diaspora, ce qu'on Oui. vit en réalité, pourtant, on vit des grosses difficultés. Et en termes d'expérience académique, je suis financier, analyste financier de formation, Oui. aussi project manager. J'ai fait une formation en gestion de projet. J'ai également fait une formation en marketing digital Ok. et aussi en finance. Donc, ça, ce sont des casquettes que je porte et je travaille dans ce cadre-là pour trois boîtes principalement. La première boîte, c'est Connect Invest, Ok. où je suis business developer. Ok. Et en termes de gestionnaire de projet, je suis assistant project manager pour 10 000 Africains, qui est une association à but non lucratif Ok. dirigée par Madame Stéphanie Bida, où Ok. je suis assistant, comme je l'ai dit en amont, assistant project manager, où Ok. principalement je fais des recherches sur les terrains où nous pourrons implémenter nos différentes activités ou nos différents projets caritatifs. Voilà, pour média, pardon, Oui. je travaille principalement pour moi sur mes différents réseaux sociaux. C'est Ok. vrai que actuellement, j'aime pas arrêter, mais d'ici là, je vais reprendre. Je vais reprendre. Tout ça sur une seule personne. Il y a encore plein de choses à découvrir sur moi. Ah, Ah ouais, bien donc évidemment. le temps nous fait quand même défaut. Mais c'est pas grave, on va entrer en détail. D'accord. Merci beaucoup. Je suis très flattée, monsieur Norman, de savoir que étant jeune. D'ailleurs, je ne regrette pas d'avoir dit depuis le début de la présentation que j'ai reçu sur mon plateau un jeune entrepreneur très déterminé. Mais c'est étonnant de savoir qu'en étant jeune, on peut embrasser toutes ces choses au même moment. Comment vous arrivez à concilier toutes ces choses et est-ce qu'on peut avoir au moins une idée sur votre parcours? Très bien, très bonne question. D'ailleurs, j'aime parfois parler de mon parcours. Déjà, en guise d'introduction, je dirais tout simplement que lorsque nous sommes jeunes, ce n'est en aucun cas synonyme d'incompétence. La jeunesse est un levier pour travailler sur soi et dénicher plusieurs opportunités, travailler dessus, de telle sorte qu'on puisse au fur et à mesure se spécifier sur un domaine bien précis. Déjà, mon parcours se décline sur trois aspects, ou du moins trois phases. Okay. La première phase, c'est avant que je ne quitte le Cameroun. Okay. La deuxième phase, c'est dans le pays étranger dans lequel je me trouve actuellement. La troisième phase, c'est mes projets à venir. Okay. Donc, avant que je ne quitte le Cameroun, déjà, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2019. Okay. Après mon baccalauréat, je suis parti à l'université de Yaoundé 1, où j'ai fait biologie pendant un bon moment. Je pense que j'ai fait 6 mois. Et j'ai eu raison de dire à mes amis que je ne peux plus continuer parce que je ne voyais pas vraiment pourquoi je le faisais. Puis c'était les parents qui me disaient qu'il fallait quand même que j'aille à l'université. Et voilà, pris par
le désir des parents, Ok. j'ai décidé de partir à l'université. Ce sont les parents qui vous ont En quelque demandé sorte. d'embrasser cette option ou bien c'était une décision personnelle? Bon, il y a aussi, avec, effectivement, il y a aussi les parents, parce que les parents, bien évidemment, chaque parent souhaite que son enfant aille loin à l'école. Oui. Et du coup, il n'y avait pas d'option à part l'université de Yaoundé 1, où il fallait quand même que j'aille là-bas faire des études. Oui. Mais je suis allé, les études ne me plaisaient pas. Du coup, cette spécialité, Ok. voilà, la microbiologie, ou la biologie encore, comme je dis, ne me plaisait pas. J'ai fait entre 6 ou 7 mois. Oui. Et j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit à mes camarades que je ne pouvais plus continuer. Et je suis rentré, j'ai travaillé dans les chantiers pour accumuler assez d'argent et payer ma formation en montage suivi de projet. Okay. J'ai eu une formation en montage suivi de projet qui n'a pas duré. Mais suite à cette formation, je connaissais déjà monter des projets, suivre des projets, faire des rapports. C'est là où je proposais mes services à mes camarades de classe et je leur faisais savoir que bon, voilà ce que je peux faire. Vous qui avez des entreprises, des projets, je peux vous aider à mieux les structurer et voilà, vous propulser à un autre niveau. C'est comme ça que je commence. Il y a eu quelques amis que j'ai accompagné gratuitement. Et par la suite, j'ai un peu arrêté parce qu'il fallait que je m'opère. Vu que j'ai eu une maladie qu'on appelle la varicocèle, j'ai dû arrêter pendant un bon moment. Lorsque j'ai arrêté, je suis directement entré en confinement personnel. Donc, pendant un bon moment, et ça tombait à la période de la Covid. Par là. Donc, j'ai arrêté. Et suite à cette introspection de ma personne, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi pour me parler, pour me dire, ok, j'ai vu ce que tu faisais, bon, des recommandations, j'ai eu des recommandations, c'est là où je suis tombé sur Madame Francine Wandi, voilà. Camerounaise aussi? Oui, camerounaise, qui est la présidente de l'association des conseillers en économie familiale du Cameroun, en économie sociale et familiale du Cameroun, qui m'a donné, ou du moins qui m'a testé pour le poste de chef de projet des associations en économie sociale et familiale du Cameroun. J'étais chef de projet pendant pratiquement 7 à 8 mois. Okay. Donc j'ai fait 7 à 8 mois j'ai vendu pratiquement 4000 bandes dessinées. Okay. J'ai fait des conférences pour la dite association à Yaoundé, à Bertois, je crois. Et voilà, je faisais beaucoup d'événements, je participais à beaucoup d'événements. Du coup, grâce à ces événements qu'on a pu vendre des bandes dessinées. Jusqu'à ce qu'un jour, une maman m'a approché et m'a dit, tu as trop de potentiel pour rester là. Okay. Elle m'a vu, elle m'a dit, tu as trop de potentiel, il faut partir. Je lui ai dit, comment? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle m'a dit, tu dois partir. Retourne à l'école, continue tes études, fais quelque chose, tu verras les opportunités qui sont okay. Et moi, je n'étais pas trop avec cette dernière parce que je me disais, elle ne connaît pas ma vie, qui vient lui dire de me raconter ce qu'elle ne comprend pas. C'est là où un grand frère, une connaissance à moi, m'a redit la même chose. Et c'est là ça a boosté vraiment mon intention de vouloir quitter le Cameroun pour aller explorer d'autres horizons et par la suite revenir dans mon pays pour montrer à ces différents jeunes comment est-ce qu'ils peuvent eux aussi faire pour arriver. Donc, et lorsque je crée le sujet de jeunes jusqu'à présent, c'est parce que j'ai vécu des difficultés, des réalités au Cameroun. Il n'y a qu'un jeune qui a vécu au Cameroun qui peut mieux comprendre ce que les jeunes vivent au Cameroun. Et moi, les petits pas que j'ai pu faire, les petits cheminements, les petites réussites, les petites victoires que j'ai pu faire jusqu'ici, me permettent quand même de dire à ce jeune Camerounais qui n'a pas forcément l'espoir d'un avenir certain ou d'un lendemain meilleur, que voici comment tu peux faire, voici les étapes que tu peux, voici les étapes que tu peux passer pour pouvoir, voilà, toi aussi devenir comme moi. Parce que je dis toujours que la réussite n'est pas une destination, c'est un chemin. Et c'est une succession de renaissances. On réussit lorsque on est parvenu à passer d'une étape à une autre. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, pour ce qui est de ça, c'est avant que je n'arrive. Ça, c'est la première étape que j'appelle toujours le parcours téméraire de quelqu'un qui veut passer à un autre niveau, qui cherche toujours loin. Et là, c'est là où je décide par le biais de Mathieu Chris, Tunda Florence, importe mon nom, qui m'aime tellement, que j'aime aussi d'ailleurs, de partir à l'étranger pour fréquenter. C'est là où je viens en Tunisie, bien évidemment,
où je me lance dans la gestion. Je continue toujours dans la même lancée. Les études en gestion. Exactement, sciences de gestion, spécialité finance. Parce que dans tout ce que je faisais, il manquait un peu de finance pour que je puisse entrer en profondeur. Voilà, donc c'est là où je suis arrivé en Tunisie. Sauf qu'en arrivant en Tunisie, mon objectif c'était de venir fréquenter, jouer au basket. Même parce que voilà, parce que c'était une passion. C'était une passion, jouer au basket et puis voilà, par la suite, jouer en NBA. Mais je ne savais pas en réalité que le chemin dans lequel je m'engageais, c'était un périple où je devais me battre. Parfois, quand je ne voulais pas, pour passer à un autre niveau dans ma vie ou réussir certains exploits. Donc, lorsque j'arrive en Tunisie, les étapes que je traverse, moi, je ne dis pas qu'il y a de difficultés parce que le parcours d'un entrepreneur est parsemé de difficultés et que c'est normal pour un entrepreneur. Voilà, c'est pour cela qu'on dit entrepreneur. Effectivement, si tu vas apporter des solutions aux autres, ça veut dire que tu dois endosser leurs problèmes pour apporter, bien évidemment, des solutions. Donc, c'est là où je commence, bien évidemment, par me questionner sur pourquoi est-ce que je suis là, qu'est-ce que je suis venu réellement faire ici. Et je tombe sur des jeunes découragés par l'atmosphère, par ce qui se passe, par ce qui se dit ici. Et moi, je me dis tout simplement, voilà, s'ils pensent comme ça, moi, je vais changer la mentalité. Mais on me dit que non, ce que tu veux faire, beaucoup sont venus, ils l'ont fait, mais au final, ça n'a pas marché. Ok. J'ai dit, moi, je vais vous montrer que je suis différent. Sauf que, au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai évolué avec ces derniers, ils ont pu m'affecter cette mentalité. Et du coup, pour pouvoir subvenir à mes besoins, j'ai commencé par faire de la planche. Ouais, j'ai fait de la plonge en Tunisie. Voilà, exactement. Là, c'était la résilience parce que lorsque je faisais la plonge, j'aime toujours dire ça, c'était juste pour subvenir à mes besoins. Parce que nous sommes tous africains, nous savons que quand nos parents nous envoient à l'étranger, c'est un investissement et ils se battent tellement, c'est pas parce qu'ils ont assez, c'est pas forcément qu'ils ont assez de moyens, mais ils se disent que voilà, je veux donner tout pour que mon enfant puisse aussi être comme les enfants des autres. Donc, ils n'ont pas forcément les moyens et nous, dans notre tête, c'est que quand on vient à l'étranger, c'est pour se battre aussi, pour soutenir nos parents. S'ils peuvent payer l'école et nous, on paye, voilà, on paye peut-être le loyer ou quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est la psychologie que tout enfant qui sort de l'Afrique a. Il sait que c'est comme ça. Et lorsque tu arrives à un terrain comme celui-ci, on fréquente de 8h45 à 17h, tu vois, tu ne peux pas faire ça. Du coup, nos parents sont obligés de se battre. Voilà, quand ils ne peuvent pas, tu es obligé de te débrouiller. Et c'est ce qui m'a poussé à travailler de 18h à 3h et de rentrer le matin fatigué à l'école. Et le soir, je devais encore partir travailler pour pouvoir d'abord subvenir à mes petits besoins jusqu'au jour où on m'a agressé. Donc, on m'a bastonné, franchement, on m'a dit, voilà, tu ne mérites pas d'être ici. Tout simplement parce que j'ai fait comprendre à la personne qui m'a agressé, qui ne travaille pas assez, qu'on doit avancer dans les travaux. Mais j'aime pas me plaindre. D'ailleurs, c'est pas un truc qui est venu, qui a fait le tour de la Tunisie. Non, je me dis tout simplement que c'était une étape que je devais normalement traverser parce que si je dois raconter des choses à des gens, à des personnes, il faudrait naturellement que j'ai vécu des choses pour pouvoir relater. Parce qu'on ne peut pas parler du parcours d'un ambitieux si cet ambitieux n'a pas traversé des étapes assez percutantes pour pouvoir bousculer le jeune qui veut lui aussi passer un autre niveau. Donc c'est tout simplement ce parcours-là. Et par la suite, c'est comme ça qu'un ami à moi, Romex, m'a dit, tu as trop de potentiel pour faire ça. C'est là où j'ai eu le déclic. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as raconté tout ce que tu as fait au Cameroun. Tu es venu ici, tu es venu faire la pause. Non, non, non. Les jeunes ont besoin d'entendre ce que tu fais. Les jeunes ont besoin de suivre ce que toi, tu as déjà eu à faire, ton parcours. Je dis, quel parcours? Je dis, ce que tu as fait, les autres ne le font pas. Il y a un mentor, les autres ne le font pas, ne l'ont pas encore fait et ont besoin de toi. Il y a un mentor qui dit toujours que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose et personne n'est assez idiot pour n'avoir rien à apprendre à autrui. Et le iPhone que vous voyez aujourd'hui, il y a l'iPhone 15, j'en passe, n'a pas commencé par ce iPhone. Ils ont commencé par le petit jusqu'à ce qu'on arrive. Donc, ça veut dire que forcément, il y a toujours le client d'une marchandise quelconque en fonction des moyens de l'autre et du niveau de l'autre. Donc, il y a forcément quelqu'un qui veut apprendre ce que tu connais, même si tu n'es pas encore à un niveau supérieur. Donc, ton petit chemin, ta petite connaissance que tu méprises,
Les gens qui veulent le savoir. Il y a des gens qui veulent savoir ce que toi tu connais. Tu vois un peu. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à organiser des conférences à la ville de Source. J'en ai organisé déjà des vingtaines. Donc au fur et à mesure, j'ai écrit mon premier livre qui est l'idée à un projet rentable qui est vendu aujourd'hui à plus de 150 exemplaires, disponible dans 5 pays, notamment la Tunisie, le Cameroun, le Gabon, le Burkina et le Niger. Donc, on essaie de voir comment on peut partager ça dans d'autres pays, distribuer pardon, dans d'autres pays. Et le deuxième livre, le nouveau bébé, Si jeunesse anticipait vieillesse s'épanouirait. Donc, on va parler de ça par la suite. Donc, le premier livre essaie tout simplement de faire comprendre aux jeunes qui ont peur de se lancer que le problème n'est pas d'avoir peur, mais de commencer. Et on commence comment? J'essaie d'énumérer toutes les étapes psychologiques, parce que c'est plus ce volet psychologique qui empêche beaucoup de se lancer. Donc, dans ce livre, j'essaie d'expliquer comment toi, tu peux faire étape par étape. Comment tu peux lancer même un projet sans argent, tu vois, parce que c'est le financement, c'est souvent ce qui bloque beaucoup. Mais je vous dis, tu n'as pas forcément besoin de financement pour lancer. Ça veut dire que ce livre essaie de résumer le parcours de M. Norman, l'ambitieux qui est devant moi. Ça veut dire que toute personne qui aimerait peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, en lisant ce livre, peut facilement se retrouver. Parce que c'est du naturel en fait. C'est pas quand t'es une histoire d'une autre personne, mais c'est vraiment la narration de l'histoire que M. Norman a vécue et tout. Et vous avez parlé de votre deuxième ouvrage qui est là. Ça parle de quoi concrètement? Si l'ancien livre parle de comment se lancer, ça parle de quoi? Ok, déjà avant de répondre à cette question, je dirais tout simplement que dans le premier livre, je ne parle pas vraiment de ce que je ne comprends pas. Okay. Je parle de ce que j'ai vécu. Parce que j'entreprends depuis, j'aime à dire que j'entreprends depuis le ventre de ma mère. Okay. Parce que ma mère était une commerçante. Elle m'a accouché dans le commerce, c'est-à-dire que c'était dans ce périple-là que je suis né. J'ai été commerçant depuis mon enfance. J'ai vendu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de commerce. Et je commence à te raconter mon parcours. J'ai commencé très, très, très jeune. Okay. C'est pour ça qu'à cet âge, et on dit souvent qu'il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent, ou du moins des grandes personnes qui demandent celui-là, il a quelle expérience? Mais ils ne savent pas que j'ai commencé depuis mes 2 ans, mes 3 ans, mes 4 ans à apprendre, parce que l'énergie que la maman a quand elle te porte et fait son activité, tu acquiers cette énergie naturellement. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu acquiers ça, tu as cette capacité d'abord psychologique à pouvoir te lancer dans des activités. Tu vois un peu, tu as cette capacité même naturellement. Tu vois, et au fur et à mesure, j'ai commencé à lancer des activités en parallèle à mes études. Je me rappelle même que quand mes camarades partaient à l'école, je vendais avec ma mère le matin avant de partir moi aussi à l'école. C'est un peu ça. Donc, dans ce livre, c'est au fur et à mesure que je suis arrivé sur le terrain, j'ai compris qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, l'évolution du monde, si je peux synthétiser ça comme ça, il y a des fléaux qui sont venus. Et ces fléaux affectent malheureusement la jeunesse africaine qui est le levier du futur de l'Afrique, qui est celle qu'on a besoin pour pouvoir faire de l'Afrique, ou du moins de redorer les legs, de redonner à l'Afrique ses legs de noblesse. Donc, ce livre essaie déjà d'énumérer tous ces fléaux et par la suite traite en donnant des solutions pour que le jeune Africain qui est l'essence du développement de l'Afrique, qui est le fer de lance de la nation, puisse se préparer face à ces différents fléaux pour pouvoir effectivement par la suite être le jeune que l'Afrique a besoin pour pouvoir travailler sur son développement. Sinon, on va continuer dans la misère, comme c'est le cas maintenant. Pourtant, l'Afrique est le continent où il y a le plus de jeunes. Tu vois, soit, si je ne me trompe pas, 200 millions de jeunes âgés entre 14 et 25 ans. Voilà, donc 77% de la population africaine est jeune, sans que je me trompe. Ça, ce sont les dernières données que j'ai eu à voir lorsque j'écris ce livre qui a paru en février. Tu vois un peu. Donc, ça, c'est un peu ça en gros. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et du coup, pour pouvoir communiquer au mieux sur ce livre, étant donné que ma cible première, ce sont les jeunes. Voilà, j'ai porté la casquette de producteur et acteur principal
dans un film nommé L'Ambitieux, mon avenir, ma priorité, où, n'est-ce pas, je raconte l'histoire d'un jeune qui a des ambitions, mais fait face à des fléaux. Ok, voilà. Le film est déjà disponible. Ça sera disponible le 13 mai à l'Institut français de Sousse et ça va faire l'objet d'une tournée africaine que je prépare depuis longtemps. Donc, pour entrer, ça c'est le troisième point pour me présenter, c'est l'expansion, c'est-à-dire l'internationalisation. Okay. Où je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent sur mes réseaux sociaux ou sur plusieurs autres plateformes, comme cette interview qu'on a en train de tourner, on ne sait pas où ça va arriver. Il y a des jeunes qui demandent, qui ont besoin de comprendre un peu mon histoire, d'en savoir plus, qui me demandent dans d'autres pays, par exemple le Burkina Faso, le Tchad, et aussi mes amis du Cameroun qui ont vu comment j'ai quitté des étapes pour arriver exactement, bien que je ne suis pas encore arrivé, je suis arrivé, mais il est nécessaire de féliciter ces petits parcours. Voilà. Parce que Dieu n'est pas fou pour te bénir pour le moment. Voilà, exactement. Donc, ici, à ce niveau-là, je vais tout simplement retracer mon chemin en faisant une tournée dans ces différents pays. Une tournée que j'intitule « Jeune lance ton projet et impacte ta génération ». Et lorsque je dis « Jeune lance ton projet », ce n'est pas forcément le projet entrepreneurial, il y a le projet de vie, il y a le projet scolaire, il y a le projet professionnel. Ok, ce n'est pas tous les jeunes qui vont entreprendre. Non, ce ne sont pas tous les jeunes qui vont partir dans le volet professionnel, il y a d'autres qui veulent en comprendre. Donc, c'est vraiment retracer le profil d'un jeune et comment est-ce que lui, à travers ses performances, ses capacités personnelles, et moi j'aime à dire que parfois, il y a ce qu'on appelle le patrimoine génétique qui contribue aussi à ce que tu puisses entreprendre ou te dire que tu ne peux pas entreprendre ou tu peux plutôt partir dans ce volet. On essaie vraiment de traiter tous les sujets pour avoir le prototype d'un jeune qui non seulement se préoccupe de son avenir, mais pose des actions concrètes que son avenir soit comme il veut, comme qu'on soit. Un modèle d'un jeune africain qui s'est battu pour inspirer les autres. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça mon parcours. Il y a à manger à voir dans le parcours de monsieur. Non, je ne peux pas tout citer, mais ça c'est. Je comprends maintenant pourquoi on l'appelle Norman ambitieux. Mais monsieur Norman, où est-ce que vous avez tiré cette inspiration, ou bien cette idée de pouvoir tourner un film? Mais aussi de faire des tournées. Je sais que vous êtes animé d'un désir ardent de voir des jeunes se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est vrai que nous sommes sortis, ou bien nous appartenons à un continent qui est très riche, mais on a l'impression que les jeunes sont encore dans une situation où ils somnolent encore. Mais quel était vraiment le désir ardent? En fait, vous avez tiré cette envie d'où en fait? Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que je suis un explorateur, comme tout entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui teste énormément de choses. Lorsque tu arrives dans un contexte, si tu essaies de te souvenir, je t'ai dit à l'entente de mes propos que j'ai fait plusieurs activités. Donc, comme je t'ai dit que j'ai fait plusieurs activités, c'est parce que en fonction de l'activité, j'essaie de voir si ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, ok, comment faire pour optimiser afin que ça puisse aller à un autre niveau. Si ça ne marche pas, comment varier, essayer d'adapter en fonction de la demande du marché. Donc j'ai vu que le cinéma était quelque chose qui touchait beaucoup de jeunes, vu que les jeunes sont un peu accros à des séries, à des films, c'est ce qui leur parle. Alors comment est-ce que moi je peux passer par ce canal? C'est tout simplement un canal, hein? Je ne suis pas un professionnel du domaine, je suis tout simplement quelqu'un qui décide d'entreprendre et se sert des canaux qui existent, qui sont sur son chemin, selon ses capacités, ses moyens, pour pouvoir transmettre une information, passer un message. Et quoi de mieux, par exemple, qu'un film qui parle à des jeunes sur comment est-ce qu'ils peuvent faire face à ces différents fléaux et concret ces fléaux-là. Monsieur Norman, est-ce que dans le film dont vous avez fait mention en amont, c'est vous l'acteur principal ou bien vous avez mis en avant des personnes qui sont là pour expliquer un peu, parce que ça arrive, il y a d'autres personnes qui écrivent leur histoire et ce sont des personnes qui jouent à leur place. Est-ce que c'est vous-même l'acteur? Est-ce qu'on peut voir l'image, le visage de Monsieur Norman? Mais aussi la deuxième question que j'allais poser, de quoi parle concrètement le film? Est-ce que c'est la résultante des 2 livres
qui ont été rédigés par vous, ou bien c'est un complément, ou bien il y a une histoire, une autre histoire derrière ce film? Ok, déjà, je suis l'acteur principal. Ok, Je suis l'acteur principal. Donc, j'ai servi d'exemple pour le film parce qu'en gros, en quelque sorte, ça essaie de relater mon histoire personnelle. ok, Donc, je ne saurais parler mieux de quelqu'un que de moi. ok, Donc, du coup, je suis l'acteur principal. C'est pas forcément que j'avais des compétences en tant qu'acteur, mais je me suis formé pour avoir des prérequis. ok. Et du coup, comme je suis formateur en prise de parole en public, ça a été un peu facile. Donc, Flexible, oui. voilà, j'ai passé plusieurs étapes dans de formation, j'ai formé les équipes. Par la suite, on a eu des étapes pratiques. J'ai conçu l'idée, je suis parti voir un réalisateur qui s'y connaît dans le domaine, Mhm, ou celui qui a écrit, c'est un scénariste. mhm, Donc, lui aussi, il a écrit. Donc, je me suis associé de plusieurs personnes mhm. pour pouvoir, voilà, passer en avant, ou du moins se mettre en exergue le film. Donc, ça parle principalement de ce livre. Ok. Donc, c'est une résultante, c'est comme un résumé de ce Mhm, livre mhm, mhm. qu'on a essayé de relater dans le film. Ok. Donc, on peut parler du premier livre en ce sens où je pousse les gens à entreprendre Entreprendre, vers la ok. dernière partie Oui, oui. parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat digital dans le film et c'est ça qui a permis à ma mère de sortir de la prison. Parce que Ok. c'est un peu comme, c'est une histoire où ma mère euh, emprunte de l'argent au Cameroun pour me Oui. donner, pour que je complète sur ce que j'avais pour aller fréquenter à l'étranger. Ok. Sauf qu'arrivé à l'étranger, je tombe sur des amis qui m'ont dit a priori que tout passe crème dans Ok. le pays. Mais Ok. sauf que quand j'arrive, je vois ils ont arrêté l'école, ils passent leur temps à fêter. Et du coup, comme j'étais dans cet environnement, Ok. je me suis noyé dans l'environnement. Sauf qu'à un certain moment, on ne faisait que je suis tombé malade. Je suis allé à l'hôpital et le médecin a demandé assez d'argent. Quand le médecin a demandé assez d'argent, ma mère a dû encore aller s'endetter pour me donner, vu qu'il n'y avait pas d'opportunité. Tu vois un Ok. peu. Quand ma mère est partie s'endetter pour me donner, on a volé cet argent. Tu vois, Mhm. on a volé cet argent. Et lorsqu'on a volé cet argent, j'ai caché ça à ma mère. Je lui ai dit que tout va bien. C'est comme ça que je continue une vie de débauche où je ne pars pas, et j'arrête de partir à l'école parce que j'étais malade. J'entends ma soeur m'appeler, ou du moins mon téléphone sonne, ma soeur m'appelle que ma mère est partie en prison parce qu'elle n'a pas pu rembourser les dettes qu'elle a empruntées pour pouvoir m'envoyer à l'étranger. C'est là où ça crée un déclic incroyable dans ma vie, tu vois un peu. Et ça me fait me poser des questions où je rencontre un ami à l'apparence trompeuse, quelqu'un qui vient vers moi me donner de l'aide, mais je refuse parce que son apparence n'est pas très bonne. C'est pour ça que j'essaie aussi de mettre en avant qu'il faut pas se tromper sur l'apparence déjà. Oui. Tu peux voir quelqu'un physiquement, il n'est pas ça, mais il peut t'apporter des choses incroyables dans ta vie. Donc du coup, quand cette personne est venue vers moi, elle m'a tendu le livre. J'ai gardé ce livre qui était ce livre, bien évidemment. J'ai gardé le livre. C'est quand j'ai eu tellement de problèmes, j'ai dit, ah, le livre que mon ami Alessandre m'a donné, il faudrait que je revienne dessus. Lorsque je suis revenu dans le livre, c'est là où j'ai commencé à le lire et j'ai vu que c'était un game changer. Ça me montrait étape par étape qu'il faut prendre ma vie en main. Comment prendre ma vie en main? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre ma vie en Mhm. main? Et du coup, ça m'a poussé à faire des petits jobs. Ok. Et ces jobs ont permis de financer mon projet. Et mon projet qui a pu sortir ma mère de prison grâce aux bénéfices que je dégageais. Et donc ça, c'est un peu l'histoire en gros que je raconte. Maintenant, pourquoi j'ai décidé d'être l'acteur principal? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que pour tourner un film, ça demande énormément d'argent. Ok. Donc j'ai eu des amis qui sont venus volontaires pour m'aider dans le film, tu vois un peu, Mhm. pour m'aider pour tourner le film ambitieux. Et moi, je me devais d'être avec eux, non seulement en tant que producteur, Producteur, mais oui. aussi en tant qu'acteur principal, pour leur montrer que je ne parle pas seulement, mais je le fais aussi. Et je le fais même très bien, tu vois un peu. Voilà, c'est un peu ça en gros. En tout cas, ce film paraît très intéressant. Bien sûr. Il sera projeté quand ici à Tunis? À Tunis, je réfléchis encore, mais c'est en mai ou en juin, Ah, ok. avant que je ne commence la tour. Et à Sousse, ça va commencer à Le Sousse? 13 mai, mardi le 13 mai à 18 h à l'Institut français. À Sousse. Oui, à Sousse. Donc, moi, je vais inviter massivement, Merci. que ce soit même des Tunisiens, que ce soit... Il y a même des Tunisiens. Ah, dans... Le médecin qui m'accueille à l'hôpital, c'est Voilà. une Donc, Tunisienne. je pense que ça sera une occasion pour nous de comprendre. C'est vrai que quand on le dit, Mhm. ça
ça paraît comme des paroles en l'air, mais je pense que dans le film, ça sera un peu plus naturel. Ouais, les émotions et tout Les ça. émotions seront un peu plus palpables et moi j'invite toutes les personnes qui sont à Sousse de participer à la projection de ce film. C'est aussi une façon pour nous d'encourager notre Merci. frère à aller de l'avant parce que Merci. c'est pas facile, mais surtout dans des projets où ça demande énormément d'argent. Ouf. Si on n'est vraiment pas, c'est comme le dit souvent mon manager, précis, il faut rester focus sur tes objectifs. Parce que plus tu es focus, plus ça te permet de te surpasser tous les jours. Et revenons aux tournées qui se feront Ouais, en Afrique. exactement. Monsieur l'ambitieux, quelles sont vos attentes? C'est d'impacter. Ok, Je me dis toujours à chacune de mes conférences que mon objectif n'est pas d'impacter la quantité, tu vois un ok, peu, mais d'impacter la la qualité. qualité. Ok, Et lorsque je parle de la qualité, c'est ce jeune qui est venu, qui s'est déplacé pour venir m'écouter. Et lorsqu'il m'a écouté, il a décidé de prendre sa vie en main. Et quand je dis prendre sa vie en main, c'est de passer à l'action, de prendre, de mettre sur pied des actions correctives aux différentes erreurs qu'il a eu à faire durant son parcours, sa jeunesse. Nous sommes jeunes, nous commettons des erreurs et c'est tout à fait naturel, ok, c'est normal. Donc, qu'ils prennent conscience, qu'ils commencent à se mettre en action, créer des projets, chercher des opportunités, générer de l'argent, dire à sa mère que maman, ce mois, tu ne m'envoies pas l'argent, je peux prendre soin de moi. J'ai plutôt mes petits frères ou mes petites sœurs avec. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Et on impacte à travers une vie, deux vies, trois vies, quatre vies. Mais lorsque tu impactes une personne, ça se fera naturellement. naturellement, Ce oui. sera comme une recommandation. Et c'est comme ça que jusqu'ici, j'ai impacté plusieurs jeunes qui travaillent déjà, Ok, plusieurs jeunes qui ont déjà lancé des activités qui génèrent de l'argent, mhm. plusieurs jeunes qui ont pris leur vie en main. Et c'est ça ma plus grande satisfaction. Alors, si j'ai déjà touché une cible précise dans un environnement où je me situe, avec des jeunes qui acceptent qu'ils sont en train de prendre un chemin qui n'est pas le leur et qui veulent, voilà, passer à un autre niveau ou prendre un bon chemin, une bonne directive. Je me dis tout simplement que d'autres jeunes en ont besoin. Et ce sont des retours que j'ai des autres nationalités, des autres pays qui disent qu'on a besoin de toi dans notre pays pour que tu parles à des plus jeunes, pour qu'ils puissent aussi prendre la vie en main. Parce que c'est ce qui se passe, ce sont des fléaux, il y a des fléaux qui minent, il y a des drogues, il y a l'hypersexualité, il y a les jeux La de délinquance hasard, la juvénile, oui. délinquance juvénile, ça bat son plein dans nos pays et il est important de rester serein face à toutes ces difficultés parce que ce n'est pas pour rien que c'est en Afrique, c'est parce que plus tu montes, plus le vent souffle. Et si c'est en Afrique, ça signifie qu'il y a du potentiel là-bas. Tu vois, il y a des choses à faire. Et on ne peut pas saisir des opportunités sans connaître qu'il y a des opportunités. Et si tu ne prépares pas ces jeunes à saisir ces opportunités, malheureusement, ils ne sauront pas comment les saisir. Ils vont passer à beaucoup de choses. C'est pour cela que l'éducation, l'information sont des choses À ne pas négliger. importantes à ne pas négliger. Parce qu'un peuple qui est informé, c'est un peuple préparé. Et qui dit préparé, c'est un peuple qui se forme en fonction de la demande du marché Oui, oui. pour ne plus commettre des erreurs. Parce qu'on a des grands frères qui ont des bacs plus 65 en l'ère moderne qui ne nous servent à rien, qui ne sont pas des exemples ou des idoles, tu vois. Et il y a un truc qui me touche vraiment à cœur, c'est que l'influence des influenceurs. Et je parle de ce phénomène chaque temps et ça me fait couler des larmes. Et lorsqu'on parle d'influence, ce qui se passe en Afrique, c'est quelque chose de phénoménal. C'est catastrophique. Nous avons un jeune qui part à l'école, qui voit son enseignant misérable, et lorsqu'il prend le téléphone, il voit quelqu'un qui lui dit de ne pas partir à l'école et qui montre comment il est à Dubaï. Il a réussi sa vie. Il dit qu'il n'a pas eu besoin de partir à l'école. Vous pensez que ce jeune va suivre qui? Bien sûr que ce jeune va suivre celui qui a l'argent, parce qu'il montre au moins son enseignant est misérable. Son enseignant n'a pas l'argent. Tu vas me conseiller de réussir ma vie alors que toi-même, tu n'as pas réussi ta vie. Or, l'enseignant, c'est un modèle. Tu vois un peu. Et c'est pour ça que j'invite aussi les enseignants, les docteurs à se lancer sur le digital, parce que c'est là-bas qu'ils sont. Il faut leur dire que c'est vrai, ça ne me donne pas de l'argent, mais j'ai des valeurs que je peux partager. C'est vrai, je n'ai pas cette capacité à générer l'argent, mais j'ai cette capacité à inspirer d'autres générations parce qu'on a besoin de têtes bien faites, des personnes civilisées pour bâtir une Afrique meilleure. Donc, c'est un peu ça. La crainte
s'il faut que je dise comme ça, moi, je me pose la question dans mon intérieur. Certaines expériences, Monsieur Norman a eu à les avoir ici, les expériences par rapport aux aléas que vous avez rencontrés en Tunisie. C'est quand même déjà une valeur ajoutée, s'il faut que je le dise comme ça. Mais pour ceux qui sont restés au pays, quand nous étions au pays, nous normalisions certaines choses en fait. C'est normal de rester dans un milieu où on est pauvre, de rester dans un milieu où, bon, au pays, on a la vie, bon, je ne dirais pas qu'on n'a pas de vision, mais on normalise tout. Exactement. Mais c'est lorsqu'on sort un peu de nos pays qu'on a au moins une idée de comment ça se passe chez les autres et on voit comment est-ce que nous, on est un peu marginalisés. Mais je me pose la question, comment Monsieur Norman va arriver à impacter ces jeunes qui, depuis qu'ils sont nés, ils sont restés dans le même endroit, qui ont un système qui est habituel et qui n'ont pas vu l'extérieur pour faire au moins une étude comparative. Exactement. Comment Monsieur Norman va se lancer face à ça? Ok, déjà, ce que tu dois savoir, c'est que quand le fou reste à côté de la poubelle, pour lui, c'est normal que la poubelle sente. Du coup, tu vas pas lui dire que ça sent parce que pour lui, c'est normal. c'est déjà un fou. Tu vas pas lui dire, donc, il est là, il s'habitue. C'est comme on dit toujours qu'on peut enlever le singe du zoo, mais on peut pas enlever le zoo dans la tête du singe. Tu vois? Ça, c'est vrai. Voilà. On peut pas enlever, voilà, exactement. Donc, maintenant, c'est vrai, ils sont dans ce contexte, mais c'est pour ça qu'on dit il nous faut des modèles. Nous n'avons pas de modèles, ou du moins, on a des modèles qui se cachent. C'est pour cela que dit que Internet, il faut aller où ces jeunes se trouvent. S'ils se trouvent sur Internet, alors on va tout simplement leur montrer que nous aussi, la vie, on va essayer de façonner leur idéologie en fonction de ce que nous on fait. Tu vois un peu. Donc, je prends un exemple, c'est genre, s'il n'a pas la capacité lui-même de constater qu'il est dans un environnement, ou du moins il normalise tout, il y a quand même le jeune avec qui il a vécu qui lui miroite. Donc, il lui miroite qu'en fait, voici ce que je vis depuis que je suis quitté de là. C'est pour ça que nous, on partage nos connaissances, nos expériences sur Internet pour dire que ta situation que tu es en train de vivre là, elle n'est pas normale. Parce que tu ne peux pas accepter que tu vis dans un environnement où, voilà, matin, midi, soir, tu es dans l'alcool, tu ne rêves pas, tes rêves sont limités. Et je ne peux pas leur en vouloir vu que c'est dans ça qu'ils sont. Mais nous qui avons eu l'occasion de sortir de nos pays, nous avons l'obligation d'impacter, de montrer ce que nous avons fait, de montrer que non, on était là-bas, mais voici ce qui se passe. Ils ont besoin de ces modèles-là. Nous sommes en crise de modèles, ou du moins nous avons des modèles qui ne veulent pas se faire voir, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas s'adapter à l'évolution. Tu vois un peu. Moi, j'ai été clairement impacté par ce que j'ai vu sur Internet. Il y a des personnes qui m'ont impacté. J'étais au Cameroun, bien sûr. Et quand je voulais voyer à l'étranger, je me disais, il me faut devenir comme ça. C'est pas parce que j'étais pas dans une situation misérable, bien sûr que j'étais dans une situation misérable, mais lorsque j'ai vu, ils m'ont miroité la vie que je peux avoir. Ça m'a permis de me battre parce que j'ai vu un modèle, quelqu'un sur qui je peux m'appuyer pour dire que si ça a marché pour lui, certainement ça marchera pour moi. Donc je dirais tout simplement de nous qui avons ces capacités, nous qui avons pu voir ce qu'ils n'ont pas vu, de se servir des canaux de communication qu'ils utilisent très souvent pour leur montrer qu'en fait leur situation n'est pas normale et qu'ils doivent se battre pour quitter de là et pour avancer. Là, je me dis, qui sont ces personnes-là qui, quand on est ici en Tunisie, pas seulement en Tunisie, toute personne qui a essayé de faire un pas en avant, qui s'est détaché de son pays. Parce que je ne sais pas chez vous au Cameroun, mais généralement au pays, au Congo, quand tu sors du pays, on te dit « Reste là-bas, ne reviens pas ici, ici c'est chaud et autres. Et nous nous retrouvons dans des systèmes où, lorsque tu es hors du pays, les gens voient plus l'Europe. Il faut qu'on aille au Canada, il faut qu'on aille en France. Du coup, quelles sont ces personnes qui sont censées être des miroirs pour des personnes qui sont restées au pays? Monsieur Norman me parlera certainement de l'influence sur l'Internet. Mais on sait tous que pour une personne qui s'est déjà lancée dans des histoires un peu liées à la délinquance juvénile, par exemple, si on met une vidéo qui instruit et, par exemple, on met une autre personne qui parle, par exemple, de quelque chose que nous, on peut trouver comme inadéquate en termes de valeur, la personne a un choix. La personne ne restera pas là en train de suivre, par exemple, je dirais un coach, par exemple, en développement personnel.
à défaut d'une, je parle par exemple Admond Chic, je sais pas si tu la connais. Je ne vois pas quelqu'un qui est déjà dans un carré où elle sait que moi, ma vie, je dois la finir comme ça. Tu vois vraiment comment ça va se passer. C'est la question que je suis en train de me poser jusque-là. Déjà, tu dois savoir que le problème est profond. Lorsque tu étais à la maternelle, on te demandait de colorier quoi? Dans tes livres, au programme. La fraise, la Oui. tour Eiffel. Et du coup, de manière subliminale, tu vas te dire, comment est-ce que je peux faire pour toucher ça du doigt? Ça veut dire que la colonisation a été marginalisée. Ça veut dire que depuis les colons ont travaillé en profondeur sur la psychologie. On te parle là des générations qui sont influencées par ce qu'ils ont fait depuis des années. Tu Ok. vois un peu. Donc déjà, c'est cet aspect qui a été, ça, c'est ancré dans nos programmes scolaires. Tu vois des enfants qui ne rêvent que partir à l'étranger. C'est pas maintenant, hein. Ce sont des choses de depuis la maternelle. On nous a fait colorier la tour Eiffel, on nous a fait colorier les fraises. On nous a dit ailleurs c'est mieux, ici c'est pas mieux. Et du coup, comment est-ce qu'un enfant ne va pas se dire que c'est mieux de l'extérieur? Et maintenant, vu que tu dois comprendre avec l'avancée de l'industrie, bon, l'avancée du monde, il y a ce qu'on appelle la progression industrielle, tu vois, un peu technologique, si je peux mieux dire. Oui. Nous avons les révolutions, voilà, pour mieux, les révolutions industrielles. Ok. Nous avons eu la première révolution, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc maintenant, pour pouvoir former les administrateurs par le passé, le colon qui arrivait avec ses entreprises était obligé de faire des écoles où ils allaient former des personnes à administrer, bien évidemment, voilà, à gérer leur entreprise, pour mieux dire, pour dire de façon facile. Donc, ça veut dire qu'a priori, on est parti à l'école, a été créée pour travailler dans des industries, pour être administrateur, pour être ouvrier, tu vois un peu. C'est pour cela que tu vas remarquer que jusqu'à aujourd'hui, voilà, on a des programmes qui sont liés directement à ces entreprises étatiques et tout ça, tu vois, dans le gouvernement. Bref, il y a tellement à dire là-dessus. Et maintenant, tu vas remarquer quelque chose d'assez très pertinent. Tu vois un peu, lorsque nous partons en Afrique, principalement, avec ces différents programmes, ces différents jeunes, tu vas constater que le blanc est venu jusqu'à nous coloniser avec les langues. Chez nous, au Cameroun, on a 2 langues officielles, mais les langues au programme, il y en a 4. Français, Ok. anglais, espagnol, allemand. Ok. La langue que vous voyez là, c'est pas seulement la langue, parce que la langue, c'est une idéologie qu'on transmet. C'est une histoire qu'il y a derrière. Je peux dire ça, la langue, c'est une inspiration générationnelle, tu vois. Ça veut dire que quand, je suis surpris quand on juge quelqu'un parce qu'il ne sait pas parler bien français. C'est aberrant, c'est incroyable. Moi, je préfère celui qui parle le lingala que celui qui parle français. Le français, c'est pas notre langue. L'anglais, c'est pas notre langue. Alors, tu vas remarquer les programmes où, jusqu'au master, il y a des gens qui ont le master en espagnol, en italien. Mais c'est incroyable. Tu fais quoi avec ça? Ça nous sert à quoi? Donc, on est resté cloisonné dans ce système éducatif depuis des années déjà. Et c'est normal qu'à cette période-ci, nous nous retrouvons piégés. Donc, dans le livre, je propose des réformes. Comment est-ce qu'on peut faire pour revoir ce système, recorriger ce système, modifier certains programmes éducatifs pour pouvoir, voilà, adapter des programmes en fonction des demandes, des besoins sur le marché. Tu vois un peu. Je me demande bien ce qu'on fait avec les biens naturels que Dieu nous a donnés. Ça veut dire qu'il y a encore à se questionner, tu vois un peu. Donc, nous nous retrouvons dans une situation où, que ce soit, moi, j'aime pas accuser l'État, parce que moi, je dis que, quelque part, malgré tout ce qu'ils font, nous avons aussi nos parts là-dedans. Juste que, voilà, moi, je me bats toujours à moi-même partir de l'avant, chercher. Mais ils ont leur part, tu vois. Ils ont beaucoup à faire pour que ça puisse nous faciliter la tâche, tu vois un peu. Moi, je dis qu'un entrepreneur ne peut pas être apolitique. Un entrepreneur doit faire de la politique parce que qui décide des prix des matières premières? Il suffit juste que le président se fâche et dit qu'à partir d'aujourd'hui, on n'importe plus, je peux dire, une matière première. Tu fermes ton entreprise. Tu vois un peu. Donc, on doit aussi se préoccuper de ces aspects, ces différents aspects-là. Maintenant, pour répondre de manière plus spécifique à ta question, je dirais tout simplement que c'est un truc qu'il faut corriger depuis le système. Mais sauf que là, ça va prendre beaucoup de temps. Ok. C'est pour ça que je dis toujours,
le parent, l'éducation actuelle n'est plus forcément du parent, hein, parce que le parent ne contribue plus à 100% de l'éducation de l'enfant. Le parent contribue à 30, 40, 50%. Tu sais qu'est-ce qui contribue après? C'est l'Internet. Les enfants sont éduqués par Internet de nos jours. Quand ils entrent sur Internet, ils voient des histoires de Balthazar, des Partous, des influenceurs à Dubaï qui disent que tu ne peux pas fréquenter, tu n'as pas besoin de fréquenter. Tu penses que, et tu vois ton parent à la maison, il n'arrive pas à vous donner la nourriture. Tu vas croire qui? Tu vas croire qui? Bien sûr, parce que toi-même, tu constates que votre situation est misérable et que tu dois effectivement tout faire pour sortir de... Il y a des histoires comme ça qui te... C'est pour cela que nous, qui avons vu de loin que c'est un danger, nous devons nous lever pour effectivement voilà, nous battre pour montrer à ces jeunes que c'est pas la bonne voie, qu'ils devraient plutôt suivre ce chemin. En gros, c'est tout ça. En tout cas, quel exposé. J'ai beaucoup appris. Alors, on tend vers la fin de l'émission. J'aimerais bien vous retenir, mais Monsieur Norman l'ambitieux a beaucoup de chats à fouetter. On doit le libérer. Mais en sortant d'ici, par rapport à tout ce que vous avez dit, toutes ces personnes qui prendront le soin de suivre cette émission, au-delà de tout ce qui a été dit, des livres qui ont été écrits, et même du film qui est sur le point d'être projeté, quel est le message final que Monsieur Norman l'ambitieux peut transmettre à nos auditeurs et à nos téléspectateurs? Lorsque nous sommes jeunes Africains, nous devons comprendre que nous sommes différents des autres jeunes Africains parce que nous avons grandi dans des contextes assez difficiles et particuliers. Et ces différents contextes nous poussent à réfléchir sur notre devenir et sur ce que les autres vont penser de nous. Parce que notre contexte nous pousse à se questionner, à se poser des questions, à faire une introspection et se dire que si je blague aujourd'hui, mon futur sera plus violent et qu'on a besoin de moi. Je suis le fer de lance de la nation. L'Afrique a besoin de moi pour son développement. Et qui dit que l'Afrique a besoin de moi pour son développement, dit effectivement qu'en tant que jeune Africain, je dois prendre en considération le fait que je dois travailler sur moi, travailler à l'école, lancer des projets pour pouvoir être autonome financièrement, intellectuellement, pour pouvoir peser le poids face à ce qui nous attend demain. Nous sommes jeunes, nous devons travailler, nous devons passer à notre niveau, nous devons montrer aux autres qu'ils ont raison de croire que nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Toi, jeune Africain, prends ta vie en main et travaille sur toi parce que l'Afrique a besoin de toi. Merci beaucoup, Monsieur Norman. Vous avez tenu entre vos mains le livre. Est-ce que ce livre est déjà disponible? Si oui, à quel prix? Oui, le livre est bien sûr disponible dans 3 pays actuellement. Ce livre principalement en Tunisie, au Gabon et au Cameroun. 10 000 francs. Donc, voilà, à 10 000 francs. Francs CFA? Francs CFA, 50 dinars. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir, je le répète, de compter parmi nous Monsieur Norman qui nous a parlé de son histoire. Vous voyez qu'on court derrière le temps, il a encore beaucoup à dire, mais je pense que tout ce qu'il a à nous dire se résume dans ses livres. Et soyons une jeunesse qui adore la lecture. C'est vrai que l'Internet existe, mais avec le temps, on a compris que on est en train d'oublier l'écriture et on s'attache surtout à l'intelligence artificielle. Donc, ce livre, c'est le naturel, sinon le vécu de Monsieur Norman. Et moi, je nous encourage à acheter, surtout pour la projection de son film qui se fera bientôt. Dès que la date sera fixée, venez massivement apprendre de son histoire. Et moi, je pense que pour notre développement personnel, cela va nous aider. Nous sommes à la fin de notre émission. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Les remarques, nous avons besoin de ça pour nous améliorer. Moi et mon équipe, nous vous disons énormément merci. Retrouvons-nous à la prochaine émission. Et surtout, si vous êtes passé sur notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. Ciao. Bye bye, merci. À la prochaine.